Madame la ministre, madame la rapporteure, chère Guylaine, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous auditionner, madame la ministre, dans un cadre double. Premier cadre, et c'est celui effectivement de l'audition finale, j'ai envie de dire. Et c'est bien normal de vous laisser le dernier mot de la mission d'information voulue et créée à l'initiative du groupe RDSE du Sénat, qui a été constitué le 1er mars de cette année, dont nous rendrons, je vous le dis, c'est un scoop, le rapport le 13 juin. Donc vous n'aurez plus longtemps à patienter, mais il faut quand même bien qu'on vous auditionne avant d'en écrire totalement les conclusions. Enfin, c'est le genre de choses que nous pratiquons au Sénat. Nous avons eu un rythme assez soutenu et nous avions commencé nos auditions en invitant la délégation aux collectivités locales du Sénat, et nous concluons en invitant la délégation aussi au-delà de la mission d'information, car il y a des missions d'information ponctuelles et il y a nos délégations permanentes, et nous inscrivons non pas dans un temps court, une mission comme ça, mais dans un temps long que nous affectionnons particulièrement au Sénat, et je salue en particulier la présence du premier vice-président de la délégation, à savoir l'inestimable Rémi Pointreau, qui arrive. C'est bien fait, c'est très organisé. Tout ça est très organisé. Nous avons répété 2 semaines avant, madame la ministre, et je voulais vous le signaler. Il y avait un triple objectif à cette mission, mes chers collègues, vous en souvenez, mais je le rappelle. D'une part, apprécier si l'impact des décisions de l'État sur les finances locales est suffisamment bien évalué en amont, et notamment en concertation parfois avec les élus locaux. Porter deuxièmement un diagnostic, une analyse objective de la situation, quelque chose d'un peu à plat, si vous le voulez, autrement formulé. Et puis nous essaierons, comme dorénavant le rapport de notre collègue et amie la vice-présidente Pascale Gruny l'avait rappelé, nous essaierons de formuler une dizaine de recommandations, pas une cinquantaine, parce qu'à un moment, voilà, abondance de bien ne nuit pas, mais voilà, qui fait effort partout fait effort nulle part, disait mon colonel. Cette audition donc est ouverte aux membres de la délégation collectivité territoriale et retransmise, je vous le dis, en direct sur le site internet du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu écrit. J'en ai terminé et donc la parole est à mon ami et collègue Guylaine Pantel. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, notre mission d'information, créée dans le cadre du droit de tirage de mon groupe du RDSE, est née d'un constat. De nombreuses décisions unilatérales de l'État augmentent les charges des collectivités ou en diminuent les ressources. Quel est l'état des lieux précis? D'abord, sur les normes réglementaires. Nous constatons qu'elles imposent aux collectivités locales des contraintes de plus en plus abondantes, au risque de submerger les élus. Nous relevons la progression inquiétante des codes qui régissent l'activité des collectivités. On pense notamment au Code général des collectivités territoriales qui a triplé de volume entre 2002 et 2023. Nos collègues Françoise Gatel et Rémi Pointreau, auteurs d'un rapport récent sur le sujet, pourront sans doute compléter mon propos. Cette inflation normative a des répercussions financières, directes ou indirectes, sur la conduite des politiques publiques locales. En particulier, cette inflation entraîne la modification, le report, voire l'abandon des projets portés par les collectivités. Or, le temps, c'est de l'argent, surtout en cette période d'inflation. Selon le rapport d'activité du CNEN, les normes réglementaires représentent en 2022 un coût net de 2,5 milliards d'euros pour les collectivités. Cette situation peut être difficilement soutenable financièrement, notamment pour les plus petites communes aux ressources limitées. Les élus nous ont donné de nombreux exemples concrets dans le rapport, y compris les plus ubuesques, comme celui du poulailler mobile qu'un maire des Yvelines tente désespérément d'installer sur sa commune. Et bien sûr, nous pensons aux ânes qui imposent des contraintes importantes pour nos élus. Nul besoin de développer ce, je crois. Les élus nous ont aussi parlé de l'impact en termes de ressources humaines. En effet, d'une part, certaines collectivités doivent recruter des juristes pour faire face à la complexité de la réglementation. D'autre part, de nombreux élus ont des difficultés de recrutement dans certains secteurs où les normes sont trop complexes.
C'est pourquoi nous devrons être attentifs au suivi de la charte d'engagement signée par le Sénat et le gouvernement le 16 mars dernier, charte dont l'objectif est de lutter contre les conséquences de l'infraction normative. Mais cette situation préoccupante ne concerne pas que les normes réglementaires. Les élus nous ont aussi parlé des décisions budgétaires de l'État prises dans le cadre des diverses lois de finances. Ces décisions concernent à la fois les ressources et les charges des collectivités. D'abord, concernant les ressources, un constat s'impose. Les élus se perdent dans le maquis des règles applicables. Quelques illustrations. Entre 2010 et 2023, plus de 70 décisions ont été prises concernant la fiscalité locale. Un autre exemple, l'usage des dotations d'investissement, des ETR, des CIL, des SID, est de plus en plus contraint. Aux critères nationaux s'ajoutent souvent des critères locaux fixés par les préfets. Troisième exemple, les modalités de répartition de la DGF reposent sur de trop nombreux critères mal compris des élus locaux. Voilà pour les ressources. Ensuite, concernant les charges, citons quelques exemples d'impact négatif de décisions de l'État sur les finances locales. Coût de la revalorisation du point d'indice, 1,5 milliard d'euros en 2023 pour les seules communes et leurs groupements. Coût de la revalorisation du RSA, 240 millions d'euros en 2023 pour les départements. À cela s'ajoute la volonté de l'État d'encadrer les dépenses de fonctionnement des collectivités depuis les contrats de Cahors. Ces difficultés sont accentuées par l'explosion des dépenses de matières premières. Tous les ingrédients sont malheureusement réunis pour décourager les élus privés dans leur pouvoir d'agir. Madame la ministre, face à cette situation préoccupante, notre mission envisage plusieurs recommandations. La première piste serait la fusion entre le CFL et le CNEN. Comme vous le savez, le président du CNEN et du CFL ont appelé à la mise en place d'un défenseur des libertés locales issu du regroupement de ces deux instances. Cette idée nous paraît très intéressante puisque cette nouvelle autorité, quelle que soit son application, pourrait alors améliorer le dialogue État-collectivité, mieux évaluer l'impact des décisions de l'État sur l'équilibre des finances locales et travailler bien sûr en étroite concertation avec le Sénat. Naturellement, cette nouvelle instance devrait être dotée de moyens humains et financiers renforcés. La deuxième piste, améliorer le dialogue entre l'État et les collectivités dans les territoires. Deux axes nous paraissent prioritaires. Mettre en place à titre expérimental dans certains départements des conférences de dialogue entre l'État et les collectivités territoriales placées sous l'égide des préfets ou des sous-préfets. Ces instances seraient compétentes notamment pour donner un avis sur les cas complexes d'interprétation des normes, générateurs de coûts pour les collectivités territoriales. Pour donner toute son efficacité à ces conférences de dialogue, il conviendrait de donner au préfet autorité sur l'ensemble des services de l'État et de renforcer son rôle en matière de conseil et d'ingénierie auprès des petites communes. La troisième piste serait simplifier la procédure relative aux droits de dérogation reconnus au préfet. La Première ministre a pris récemment des positions sur ce sujet. Vous pourrez sans doute les préciser devant notre mission. La quatrième piste serait prévoir que les décisions de l'État impactant les finances locales doivent entrer en vigueur avant le vote des budgets locaux et non en cours d'exercice. Il s'agit de permettre aux collectivités, notamment de petite taille, d'anticiper les réformes de l'État dans leur préparation budgétaire. Et enfin, la cinquième piste serait en application du principe « qui décide paie ». Nous souhaiterions un réexamen régulier des droits à compensation pour tenir compte de l'aggravation des charges liées aux nouvelles compétences que l'État a décidé de confier aux collectivités. On pense bien sûr à la gestion des collèges et des lycées qui sont compensés au coût historique. En somme, un dialogue responsable État-collectivité doit permettre de distinguer entre les dépenses strictement nécessaires et les dépenses d'opportunité. Cette distinction est d'autant plus importante que dans certains cas, les collectivités font face à une hausse exogène sur laquelle elles n'ont aucune prise, comme le RSA. Je ne serai pas plus longue, Madame la Ministre. Compte tenu de nos horaires très contraints, je vous donne donc la parole et vous remercie d'avoir donné suite à notre invitation, bien sûr. Vous avez la parole pour une petite dizaine de minutes, Madame la Ministre, si ça vous va. Et après, on prendra les questions de nos collègues. Donc, que j'invite à manifester en levant la main classiquement. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Chère Guylaine, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi sur la mission d'information relative à l'impact des décisions réglementaires et budgétaires de l'État sur l'équilibre financier des collectivités. Donc vous me remerciez, c'est bien normal.
Je prends du plaisir à venir échanger avec vous et répondre à vos questions le mieux possible. Cette mission d'information participe en effet pleinement du rôle de contrôle et d'évaluation du Sénat et constitue un sujet particulièrement transversal en matière de finances locales et de collectivités territoriales. Mais avant d'en venir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, vous me permettez, mesdames et messieurs les sénateurs, d'adresser toutes mes félicitations à monsieur le sénateur Jérôme Bascher, monsieur le président, qui fête, me dit-on, aujourd'hui ses 50 ans. Pour en revenir à l'objet de la mission, vous souhaitez plus particulièrement aborder plusieurs aspects. Le premier, tout d'abord, vous souhaitez évaluer l'impact de l'inflation des normes réglementaires sur les collectivités, plus particulièrement sur les plus petites d'entre elles et en milieu rural, dont les ressources techniques et financières et juridiques, vous l'avez dit, sont extrêmement limitées. Je souhaite ici saluer la qualité du rapport des sénateurs Françoise Gatel et Rémy Pointreau, vous l'avez souligné, Madame la rapporteure aussi, sur l'addiction aux normes, qui invite à oser une thérapie de choc. Nous aurons très probablement l'occasion d'y revenir dans nos échanges. J'extrais d'ores et déjà un chiffre de ce rapport qui me paraît assez révélateur des enjeux. Le Code général des collectivités territoriales, donc notre CGCT, silence. Notre CGCT a triplé de volume en 20 ans. C'est un extrait de votre rapport, Madame la sénatrice, entre 2002 et 2022, illustrant notre responsabilité que je qualifierais de collective, gouvernement et Parlement, de vouloir toujours plus légiférer sans véritablement nous interroger collectivement sur la nécessité de moins et mieux légiférer. Je pense que nous pouvons identifier plusieurs facteurs qui expliquent cette inflation des normes. L'augmentation des compétences des collectivités territoriales qui ont vu leur champ d'action élargi au fil des années. Le CGCT s'étoffe ainsi progressivement des nouvelles compétences transférées de l'État vers les collectivités territoriales. Donc l'augmentation des compétences en un, peut-être un des facteurs. En deux, la multiplication des lois et des règlements qui ont créé de nouveaux dispositifs et procédures à respecter. Je pense par exemple à la création de l'intercommunalité, aux dispositions relatives à la parité, à la création des communes nouvelles. Il s'agit de répondre par la loi à une demande des élus et des politiques. Troisième facteur. Enfin, la complexification du service juridique qui a rendu l'interprétation des textes de plus en plus difficile et la nécessité parfois de les préciser par la loi et le règlement. Donc on voit que l'augmentation des compétences des collectivités territoriales peut être un facteur intéressant à explorer. La multiplication des lois et des règlements aussi, et la complexification du service juridique aussi. Deuxièmement, vous souhaitez, Madame la rapporteure, également faire un focus sur les décisions budgétaires de l'État qui pèsent sur les dépenses des collectivités, qui plus est dans le contexte de crise énergétique et d'inflation que nous connaissons. Encore un second chiffre du rapport de Madame Gatel et Monsieur Pointreau. Le coût pour les collectivités, vous l'avez cité, Madame la rapporteure, qui est estimé par le rapport à environ 2 milliards d'euros au cours du précédent quinquennat. Ce chiffre est similaire à celui du dernier rapport d'activité du Conseil national d'évaluation des normes, qui évalue le coût à 2,5 milliards. Je tiens toutefois à rappeler que si les décisions prises par l'État peuvent avoir des conséquences sur les dépenses des collectivités, il ne faut pas oublier que l'État verse chaque année aux collectivités territoriales près de 55 milliards d'euros. Les dotations de l'État représentent une part importante des budgets de fonctionnement des collectivités et permettent aussi de financer des projets d'investissement tels que la construction d'écoles, de routes ou d'équipements sportifs. Sans le soutien financier de l'État, de nombreuses communes ne pourraient tout simplement pas assurer leur mission de service public. Vous seriez étonné que je ne vous le dise pas. De plus, il ne faut pas oublier non plus que l'État est également un partenaire important des collectivités territoriales dans de nombreux domaines. Que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la culture ou encore de l'enseignement, l'État travaille en étroite collaboration avec les élus locaux pour assurer la qualité des services publics offerts aux citoyens. Ainsi, l'État a un rôle à jouer en tant que financeur et partenaire des collectivités territoriales. Et je pense qu'il ne faut pas opposer l'un et le second sans rappeler les liens qui les unissent. La crise a permis d'illustrer pleinement le rôle de l'État pour soutenir les collectivités les plus en difficulté et pour les aider à faire face aux dépenses induites par la crise sanitaire et par l'inflation. Enfin,
Vous souhaitez, dans une approche préventive et non uniquement curative, à laquelle j'adhère pleinement, aborder la question de l'évaluation des normes en amont de leur adoption. Ce qui renvoie à la question de la qualité et de la sincérité des études d'impact des projets de loi, ainsi qu'à la démonstration de leur nécessité. Trop souvent, collectivement, nous sommes tentés de répondre à une difficulté par l'édiction d'une nouvelle norme. Je veux aussi rappeler dans mes propos liminaires que le sujet n'est pas nouveau. Des actions ont déjà été entreprises par les précédents gouvernements pour tenter de limiter l'inflation normative et simplifier la vie des collectivités territoriales. Si l'on se donne un recul d'une petite dizaine d'années, on peut notamment mentionner quelques actions. Tout d'abord, le déploiement d'un volet collectivité dans le programme de simplification 2012-2017. Construit à la suite de l'annonce du choc de simplification du président de la République de l'époque, je note que l'on retrouve cette notion de choc que vous mentionnez dans votre rapport, Madame et Messieurs les sénateurs. Deuxièmement, la signature en 2016 d'une charte de partenariat entre le Sénat et le Conseil d'évaluation des normes visant à renforcer la coordination de leurs actions respectives au bénéfice de la simplification normative. Troisièmement, l'instauration en 2017 de la règle du 2 pour 1 par circulaire du Premier ministre selon laquelle la création de toute nouvelle norme réglementaire doit être compensée par la suppression ou à minima la simplification de 2 normes de même niveau. Je sais que le président du Conseil national d'évaluation des normes veille à son respect chaque fois qu'il le peut. Par ailleurs, le rapport public annuel de la Cour des comptes consacré cette année au bilan de 40 ans de décentralisation, après un premier bilan déjà réalisé en 2009, confirme ce besoin de clarification de la répartition des compétences entre État et collectivités d'une part, et entre les différents échelons des collectivités d'autre part. Mais tournons-nous désormais vers l'avenir. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, dans le cadre de votre mission, vous avez d'ores et déjà auditionné les présidents de 2 instances qui jouent un rôle déterminant en matière d'évaluation et de contrôle des normes applicables aux collectivités. Je veux bien sûr parler d'Alain Lambert, président du Conseil national des normes, et André Léniel, président du CFL, de notre comité des finances locales. Au cours de cette audition, nous aurons l'occasion d'approfondir les différents points que vous souhaitez évoquer. J'identifie pour ma part d'ores et déjà 4 sujets majeurs qui, pour certains, regroupent 2 de vos recommandations. J'ai bien noté qu'il y en avait 10, mais 4 sujets majeurs. La qualité du dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Premièrement, nous aurons ainsi l'occasion de revenir, si vous le souhaitez, mesdames et messieurs les sénateurs, sur une proposition qui vous est, je le sais, chère, à savoir la mise en place de conférences de dialogue État-collectivités territoriales au niveau local. Deuxième sujet majeur, le besoin d'une plus grande visibilité sur les travaux gouvernementaux concernant les collectivités et les textes en gestation. À ce sujet, je veux rappeler que l'agenda territorial mentionné, porté par Christophe Béchu, mentionné dans la charte et travail sur lequel je l'accompagne bien sûr, mentionné dans la charte pour la simplification signée le 16 mars entre le Sénat et le gouvernement, et officiellement lancé le 12 avril 2023 par la Première ministre, constitue précisément la réponse du gouvernement à ce besoin de meilleure visibilité. Mais nous pourrons évidemment en parler. Troisième enjeu, la question des modalités de compensation des transferts de compétences. Le sujet, nous le savons tous, non seulement politiquement sensible, mais aussi techniquement et juridiquement complexe. Nous y reviendrons bien sûr à votre convenance dans les échanges à venir, mais ce sujet a déjà été longuement évoqué par le Sénat, qui s'est déjà exprimé lors de l'examen de plusieurs propositions de loi et contre l'avis du gouvernement en faveur d'une revalorisation au coût historique. Monsieur le sénateur. Quatrième enjeu, le rôle du préfet dans l'application des normes et leur impact sur les collectivités. Le sujet est vaste, là aussi, plusieurs sujets seraient à évoquer, du pouvoir de dérogation du préfet au renforcement de son rôle d'appui en ingénierie auprès des petites collectivités. Sur ce point, je ne saurais conclure mon intervention liminaire sans vous assurer de ma détermination à faire de France Ruralité ce programme de politique publique un vecteur clé de renforcement du rôle et de la capacité à agir de l'État en faveur des plus petites communes, notamment rurales. Ce programme sera annoncé par la Première ministre avant la fin du mois de juin. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, pour votre écoute, que je qualifierai d'attentive. Donc je vous remercie chaleureusement et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Madame la Ministre, tout d'abord déjà d'avoir respecté le temps. Vous savez, cette marque de fabrique du Sénat, quand même, elle rappelait notre bon président Gérard Larcher, qui nous a tant manqué ce midi tout à l'heure aux questions d'actualité au gouvernement.
Est-ce que Guylaine... On va commencer tout de suite. Voilà. Alors, Rémi a demandé la parole, mais Françoise, est-ce que... Voilà, parce que tu t'es un tout petit peu... Enfin bon, je ne dis rien. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Monsieur le rapporteur et Madame la Ministre. C'est vrai que ce sujet était tout à fait important et je voudrais remercier donc le Président Bacher et Madame la rapporteure de nous avoir conviés et d'avoir fait en sorte que la délégation des collectivités soit aussi présente, comme nous l'avions été d'ailleurs à votre première réunion audition avec le président Alain Lambert le 8 mars dernier. Et je voudrais rappeler que nous avons, avec ma collègue et présidente de la délégation, travaillé sur le sujet, puisqu'on a fait un rapport avec un titre qui était un peu provocateur, puisque c'était face à l'addiction aux normes, osons une thérapie de choc. Et on a failli aller un peu plus loin, parce que on parlait de harcèlement textuel, mais bon, on n'a pas osé d'aller jusqu'à ce point. Et pour passer des paroles aux actes, donc... Et pour passer des paroles aux actes, on a fait donc le 16 mars dernier les États généraux de la simplification, avec on avait le ministre Monsieur Béchu qui était présent et qui ont abouti à une signature qu'on peut appeler historique, puisqu'on a signé un engagement avec une charte de la simplification aux normes applicables aux collectivités locales. Donc on espère que la signature de cette charte va nous obliger un petit peu à mettre la pédale douce sur les normes, sachant qu'on a fait une consultation qui a été menée au Sénat par les élus locaux en 2023, et on a constaté que véritablement l'inflation normative complexifie beaucoup les projets locaux, retarde la réalisation, donc ça fait des points de croissance en moins, et augmente le coût de façon significative. Comme vous l'avez dit, Madame la Ministre ou Monsieur le rapporteur, c'est vrai que les normes réglementaires représentent en 2022 2,5 milliards d'euros. Ça a été pour les collectivités, ça a été confirmé par de nombreux rapports. Et on a prévu aussi au sein de la délégation que le Sénat exerce une fonction de veille et d'alerte. D'ailleurs, c'est inscrit dans la charte d'engagement. Alors, Madame la Ministre, on espère que tous ces rapports, toutes ces prévisions que nous avons effectuées au travers les nombreuses auditions, d'ailleurs, nous avons eu avec l'AMF, la MRF, qu'on puisse passer des paroles aux actes, parce que c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a non seulement le flux des normes qui continue de prospérer, mais il y a le stock qu'il faut aussi... on nous parle aujourd'hui, alors je ne sais plus si c'est 450 000 normes, mais ça fait 10 ans qu'on parle de 450 000, on doit dépasser largement les 500 000. Le fait qu'on légifère de trop, c'est vrai que la France est un pays qui légifère 3 fois plus que les autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, et ça c'est un vrai sujet. Il y a le problème de la sincérité des études d'impact, et souvent qui sont faites en urgence. Le CNEN est parfois saisi 2 ou 3 jours avant pour l'étude du texte, et ils n'ont pas toujours le temps, ni les moyens d'ailleurs. Il y a un problème de moyens dédiés au CNEN qui ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on leur donne davantage de moyens pour qu'ils puissent exercer leur mission. Et puis, pendant un mandat, je crois, je ne sais plus quel mandat, il y a eu un ministre de la simplification, oui, ou Jacques Chirac également. Je pense que ça serait utile, peut-être, d'ajouter à votre compétence, Madame la Ministre, le domaine de la simplification des normes, ce qui serait tout à fait intéressant pour suivre au sein de votre cabinet tout le flux qui arrive toujours en nombre. Voilà, c'est simplement les propos que je voulais tenir, Madame la Ministre, en espérant que
vous aurez une écoute attentive à tous ces problèmes normatifs. Merci à vous. Alors maintenant que la présidente Gatel a pu reprendre son souffle, je lui cède la parole. Et puis après, j'ai déjà 2 autres orateurs. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Merci beaucoup de votre invitation et de cette synergie entre la délégation et la mission. On sait travailler avec intelligence au Sénat. Madame la ministre, je vous salue. Alors, tout d'abord, vous avez dit à juste titre que l'État était partenaire des collectivités. Moi, je pense que c'est plus que ça, et c'est le préambule que je voudrais poser. L'action publique repose sur 2 piliers, l'État et les collectivités. Et on a trop tendance à cultiver une forme d'unijambisme fort coûteux qui est déplorable. Quand l'État définit dans son rôle régalien le niveau d'exigence pour l'éducation des enfants ou pour le soin, il est dans son rôle, mais la mise en œuvre se fait par les collectivités qui exécutent donc au nom de l'État un certain nombre de prestations. Donc je me réjouis quand vous dites que l'État nous aide, c'est un minimum. Donc l'État doit être là et que je pense que chacun l'a dit à sa manière, on mourra en bonne santé sous le poids des normes, parce que les poids des normes finissent par contrarier l'intention souvent vertueuse ou du législateur ou de l'État. Parce que nous sommes aussi dans une république où on a voté un principe de précaution. Ça veut dire que le principe de précaution nous amène à penser que rien ne doit arriver pour nous distraire. Et c'est tellement vrai que l'action qu'on voudrait voir se produire, elle se produit même pas parce que c'est trop cher, très long. Rémy Pointreau l'a dit. Donc moi, je pense qu'au Sénat, vous l'avez rappelé, nous sommes très attachés au principe de qui décide paye. Et que nous avons besoin d'un État très fort et très puissant. En aucun cas, nous n'opposons les deux, mais que si un binôme fonctionne bien, ça irait mieux. Et le qui décide paye, vous avez raison, parce que l'État, encore une fois, s'il décide d'imposer des normes, des obligations, pourquoi pas, mais il ne peut pas se contenter de demander aux collectivités d'exécuter sa commande sans que celle-ci ait été associée aux choses. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce qui amène Madame la ministre à demander, vous l'avez dit aussi, une clause de revoyure des transferts de compétences. Je vais prendre le RSA. Aujourd'hui, on a même des départements qui demandent à ce que ce soit renationalisé, parce que l'État a transféré à un moment avec une enveloppe financière. Sauf que l'État n'a pas cessé de rajouter des obligations et des normes, ça a renchéri les choses et les départements n'ont pas vu leur enveloppe redistribuée. Enfin, Madame la ministre, on est tous d'accord autour de la table, la loi, elle doit être nécessaire. Et que je pense, on l'a dit, vous avez eu la gentillesse de rappeler la charte d'engagement que nous avons l'intention de suivre de près. Une loi, elle doit d'abord faire l'objet d'une évaluation de sa nécessité. C'est ce qu'on appelle une étude d'option. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre un nouveau texte ou est-ce qu'on a tout ce qu'il faut dans l'arsenal législatif qui est quand même assez complet? Et puis on a un vrai sujet, Madame la ministre. L'étude d'impact est faite par qui? Par le ministère qui défend le projet de loi. Alors moi j'attends avec impatience que le ministère qui porte un projet de loi dise c'est beaucoup trop cher, c'est pas bon, on va diminuer. Donc franchement, on a un problème un peu de méthode, voire de bon sens. Et puis, dernier point, et je ne serai pas plus longue, je voudrais parler du pouvoir dérogatoire des préfets pour qu'il y ait la proportionnalité de la norme. Et je donnerai un exemple très simple. Dans mon département, comme dans certainement beaucoup d'autres, il y a une petite place. Autour de la place, il y a une église, une mairie, une salle des fêtes. Tout ça à 50 mètres de distance. Le maire, très consciencieux et remarquable, met ces 3 équipements aux normes accessibilité. On lui dit, alors monsieur le maire, c'est parfait, donc il vous faut 2 places pour handicapés pour l'église, 2 places pour la mairie, 2 places pour la salle des fêtes. Personne à la commission d'accessibilité ou ni le préfet n'a dit, on pourrait peut-être regarder les choses. Quand les cloches sonnent le dimanche matin, la mairie est fermée, d'accord? Et quand les gens font la fête au village, la mairie est fermée. Et l'église aussi. Et donc le maire, il s'est fait, pardonnez-moi, sévèrement engueuler par ses concitoyens qui venaient à l'église au moment des enterrements ou des mariages, et il y avait au moins 5 places de stationnement dédiées aux handicapés qui restaient vides et qu'on ne peut pas utiliser
sauf à risquer la contravention, et les gens ne pouvaient pas stationner. Alors aujourd'hui, on a fait bouger la loi, mais vous voyez l'exemple de proportionnalité intelligente qu'on pourrait attendre du préfet sans que le préfet sollicite pour déroger à la règle l'autorisation du ministère de l'administration centrale. Et puis, sûrement qu'ils s'interrogent aussi là-dessus sur les normes des fédérations sportives, qui sont pires parce qu'elles ne rendent de compte à personne et elles vous imposent des normes sur les vestiaires et taille de foot et c'est très compliqué. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Alors, je vais vous proposer peut-être d'abord, Madame la Ministre, de commencer par répondre à ces premières séries de questions posées par nos collègues de la délégation, président et premier vice-président. Et puis, on prendra les autres questions à la suite. Donc, je regarde l'heure pour que chacun ne soit pas frustré et qu'en même temps, il y ait des vraies réponses. Oui, mais vous avez... ouais, ça... Sur le poids des normes et en introduction, vous dire qu'évidemment, je partage le diagnostic et je suis tout à fait prête à poursuivre les travaux entamés. Simplement, moi, je ne suis au gouvernement que depuis juillet 2022. Je ne suis députée que depuis juillet 2022. Et je fais partie d'un gouvernement où la consigne est très claire. Nous devons le moins possible porter de textes de loi. Et quand nous portons des textes de loi, qu'ils soient les plus courts possibles. Qu'est-ce que j'observe avec mon collègue Christophe Béchu depuis juillet 2022 ? C'est que chaque fois que je suis au banc, moi, vous m'avez vu au banc 4 fois, 5 fois, Christophe 4 fois, 5 fois, sur des projets de loi qui sont portés par vous, ou bien à l'Assemblée sur des propositions de loi qui sont portées par les députés. Donc, je n'ai pas là les chiffres pour savoir, parlons des 12 derniers mois, mais je vais m'en enquérir parce que je pense que, comme je vous l'ai dit dans mes propos liminaires, en fait, notre responsabilité est partagée. Et il est vrai que le Sénat et l'Assemblée nous amènent des textes. Moi, je passe mon temps à les... J'ai pas le temps de travailler ce que j'aimerais porter, qu'il faut que j'aille répondre à des projets de textes. Donc, regardons bien objectivement pour pouvoir être capable. Ensuite, je prends l'engagement de limiter le recours aux procédures d'urgence. Voilà. Donc, le nombre de saisines en urgence et d'extrême urgence pour le CNEN, 17% des textes ont été examinés en urgence en 2022 contre 13% en 2021. Donc, il y a encore une inflation 2022. Donc, 6% des textes ont été examinés en extrême urgence en 2022 contre 2%. Donc, on voit que urgence moyenne 17, 13, on est passé à 17 et extrême urgence de 2, on est passé à 6. Donc, le sujet vaut la peine d'être investi parce que je sens, puisque vous mettez l'accent dans votre rapport et vous dans votre mission sur ce sujet, avec les propos que je pense, vous savez, sincères, je vous dis à quel point nous ne voulons pas créer de l'inflation, bien au contraire. Il nous faut simplement être extrêmement vigilants ensemble pour faire en sorte que on puisse... Alors, Monsieur Pointereau, vous dites sincérité des études d'impact que vous ne remettez pas en cause. Moi, je pense qu'il y a de très bonnes études d'impact et il y en a qui sont faites trop à la va-vite. Et donc, je souscris à notre volonté, à notre détermination de faire en sorte que ces études d'impact, elles soient faites comme elles le doivent. Et je ne pense pas que ce soit parce que l'administration travaille avec le ministre qui porte le texte que l'étude d'impact soit partisane. Ça, non. Par contre, leur laisser du temps pour le faire de façon dans le calme, encore une fois, et en profondeur, cela me paraît fondamental. Donc, je ne peux que souscrire à votre proposition. Ensuite, Françoise Gatel, sur justement les études d'impact. Alors, je veux quand même rappeler que la DGCL, en sa qualité de secrétaire du CNEN, analyse également les fiches d'impact transmises par les ministères. La trame actuelle des études d'impact liées au projet de loi me semble par ailleurs adaptée dans la mesure où elle demande bien au ministère, d'une part, d'avoir consulté les parties prenantes concernées par le projet de texte. Donc, il y a ce contrôle qui est fait à la fois dans le cadre de l'étude d'impact et
par la DGCL qui joue ce rôle de secrétaire du CNEN. Et d'autre part, d'avoir étudié les autres options possibles que celle du recours à la norme. Et donc le secrétariat général au gouvernement est par ailleurs représenté au sein du CNEN et prend en compte les remarques des membres élus du CNEN sur la qualité des études d'impact. Donc en conclusion, je ne crois pas, mais tout est perfectible, que la modification de la trame des études d'impact soit pertinente. Je souhaite plutôt faire appel à la responsabilité collective des différents acteurs concernés, ministères porteurs du texte, DGCL, SGG, CNEN, afin de garantir que ces études d'impact soient correctement renseignées et utilisées. Voilà en premier élément de réponse sur vos prises de parole, messieurs et madame la sénatrice. Merci madame la ministre. La parole est à François Bonhomme et Stéphane Sautarel se prépare. Merci monsieur le président. Merci madame la ministre d'être là pour ce sujet qui nous occupe de manière récurrente sans que nous puissions pour autant épuiser le sujet, et pour cause, puisque si on revient, enfin un regard un peu rétrospectif, on s'aperçoit quand même que la première chose, c'est peut-être éviter que l'on reste dans la seule déploration, mais éviter aussi un autre écueil, c'est celui de la démangeaison, parce que chaque fois qu'on se réunit pour parler de la simplification, il en sort la perspective de nouveaux textes, de nouvelles mesures qui parfois, dans une espèce de retour diabolique, viennent compliquer encore les choses. Et c'est pas la création de ministères ou de secrétariat d'État à la simplification qui viennent arranger les choses. D'ailleurs, je pense que les ministres qui ont été chargés de la simplification sont tombés, comme on dit, dans le l'été, c'est-à-dire le fleuve de l'oubli. C'est peut-être la preuve aussi que, non pas que la solution a été trouvée, mais que on a constaté par l'absurde que c'était pas de ce côté-là que viendra la lumière. Pas plus qu'elle deviendra sans doute de la perspective de créer des défenseurs de... Alors, il y avait 6 mois, il y avait des propositions pour faire un défenseur des droits de l'enfant. La défenseur des droits des collectivités, je ne suis pas sûr qu'en soi, créer une nouvelle autorité indépendante, au demeurant, quand on voit parfois certaines pratiques qui en sont faites, viennent aussi simplifier et surtout résoudre le problème. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a moins de 10 ans, il y avait une ordonnance qui a été prise qui porte sur le fameux ADAPT, c'est-à-dire l'accessibilité programmée pour les ERP, et que cette mesure-là, sans qu'elle soit contestable sur le fond, a eu pour effet de coûter plusieurs milliards aux collectivités locales. À l'époque, il y avait une évaluation qui était de 11 milliards d'euros ou 10 milliards d'euros. J'aimerais bien savoir aujourd'hui si vous êtes en capacité, par exemple, de nous dire, 9 ans après, si vous avez une évaluation fine du coût de cette ordonnance qui n'a jamais été discutée, sinon pour constater ce qu'elle signifie en termes budgétaires et financiers pour les collectivités locales. Voilà ce que je voulais simplement vous dire à ce stade, mais c'est peut-être effectivement d'avoir une disposition d'esprit, Madame la Ministre, et peut-être je vous rejoindrai là-dessus, c'est de ne pas céder à cette espèce de démangeaison réglementaire pour précisément simplifier la lourdeur de celle-ci et de faire preuve, comme dans d'autres domaines, de sobriété. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors, je vais essayer de faire preuve de sobriété dans mon temps de parole aussi. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voulais revenir sur 4 points qui reviennent dans les conclusions et dans les recommandations de la mission, je pense. D'abord, une réflexion un peu de portée générale sur cette question de la simplification. Effectivement, on a le sentiment que plus on en parle, plus on complexifie, bien souvent. Et moi, je pense qu'il y a 2 réflexions qu'on devrait avoir, parce que cette question de la simplification, notamment pour les collectivités, je pense qu'elle renvoie malgré tout au rapport entre décentralisation et déconcentration, parce qu'on a bien souvent le sentiment que l'État a repris par le contrôle et par la norme ce qu'il avait perdu en termes de compétences ou d'application de compétences. Et donc voilà, c'est simplement une observation que je voulais faire en préalable. Ensuite, deuxième point sur les études d'impact qui ont été très largement déjà évoquées. On a aujourd'hui un très bel exemple avec tout ce qui décline ou qui ressort de la loi climat et résilience,
des carences des études d'impact et donc de la nécessité de relégiférer pour corriger des textes récents dont la portée et la mise en œuvre, de par la complexité, de par la gestion de paradoxes de politique publique, nous interpelle, nous interroge et bloque en fait le système. Ça, c'était ma première remarque sur les études d'impact. Et le deuxième, mais ça on est effectivement, vous avez raison Madame la Ministre, tous responsables, c'est la complexité croissante de toutes les politiques publiques, leur interaction, qui font que nous cherchons ou nous introduisons toujours pour de bonnes raisons des normes qui par ailleurs paralysent d'autres politiques publiques. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive à s'interroger sur cette gestion de la complexité pour peut-être avoir une gouvernance qui n'est pas tout à fait celle que nous avions jusqu'alors. Ma troisième remarque porte effectivement aussi sur le pouvoir de dérogation des préfets. Je pense que c'est un sujet majeur. Donc je me félicite que la mission reprenne ces éléments-là dans ses recommandations. Et on vit tous les jours en fait des blocages autour de cette question-là. Et je pense que un des éléments majeurs qui aujourd'hui limite ou bloque l'application de cette dérogation, c'est en fait la responsabilité, les conséquences selon la personnalité des préfets qui peuvent être induites par telle ou telle dérogation. Et donc là aussi, je ne sais pas sous quelle forme, mais je me félicite qu'on aborde cette question-là. Il conviendrait de trouver des moyens de répondre à cette question-là. Enfin, dernier point financier sur les compensations, sans aller très loin sur ce sujet qui prendrait des heures. Je veux juste rappeler déjà, premièrement, que la DGF n'est pas un don, mais un dû. Parce que la DGF est en fait le transfert financier qui répond en fait à des choix fiscaux qui ont été faits à un moment ou à un autre par l'État et qui fait que les montants qui proviennent de ces dotations pour les collectivités sont en fait la compensation d'un élément historique qui a été mis en place et qui doit être dynamique. Ça, c'est le premier point, d'où le fameux débat qu'on a pu avoir sur l'indexation sur la DGF sur l'indexation de la DGF sur l'inflation. Et deuxième élément, la nécessité bien évidemment de revoir et de réexaminer les compensations en fonction de l'évolution de l'examen d'évolution des compétences. Et dernier point qu'on évoque peu mais qui est aussi une conséquence, en tout cas je l'ai entendu souvent dans les auditions, c'est la notion des délais. C'est-à-dire qu'au-delà des coûts directs, il y a les coûts induits par les délais d'instruction, les délais des procédures qui font qu'on surenchérit un certain nombre de projets au-delà de la simple dimension financière. Merci. Effectivement, la parole va être à Corinne Ferret, mais je permets de compléter ce qui vient d'être dit sur les délais, parce que le sujet de délai n'était peu un sujet lorsque l'inflation était à 0 et 1%. Lorsqu'elle est à 7%, le délai, ça commence à être un peu plus cher. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur un sujet extrêmement concret et précis, qui est celui du projet de décret relatif au filet de sécurité pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, lequel dispositif a été voté lors du projet de loi de finances dernier pour 2023. Ce projet de décret a été présenté devant les élus du comité des finances locales, lesquels élus ont, dans leur totalité, émis un avis défavorable. En effet, ce décret semble, peut-être je dois utiliser le conditionnel, il semblerait que ce décret soit plus restrictif que ce que prévoit la loi. Alors, tout à l'heure, on évoquait une inflation normative, vous évoquiez, on va dire, l'examen de propositions de loi en nombre, de projets de loi en nombre. Eh bien, donc, nous faisons notre travail de parlementaire, nous en débattons, nous les votons, et puis ces décrets que nous ne rédigeons pas, évidemment, les parlementaires, eh bien, il s'avère que dans ce cas précis, il est tellement restrictif. Et c'est ce que les élus du comité des finances locales, ont exprimé, des critères donc trop restrictifs qu'ils craignent que l'enveloppe qui est dédiée à ce filet de sécurité
près d'1,5 milliard d'euros, c'est pas rien, on le souligne, eh bien, en l'état, ne pourrait pas être utilisé dans sa globalité, tellement il est restrictif. Un exemple précis, même s'il y a eu quelques petites avancées, mais un exemple précis concerne les collèges et les lycées, où ce sont vraiment des bâtiments qui sont énergivores, et on sait que ces collectivités locales en responsabilité ont des budgets qui ont explosé concernant ces bâtiments-là. Eh bien, il semblerait que seuls les hôtels de département et les hôtels de région pourraient bénéficier de ces dotations financières pour prendre en charge cette évolution des dépenses énergétiques. On sait bien que ce ne sont pas ces bâtiments-là qui sont les plus consommateurs d'énergie, et ce n'est pas à cause de ces bâtiments-là que les budgets ont pu exploser dans bon nombre de collectivités. Voilà ce que je voulais évoquer avec vous et voir comment les choses pourraient encore peut-être comment on va dire, être évolué et prendre en compte la parole des élus qui, certes, n'ont qu'un avis consultatif lorsqu'ils comment on va dire, quand ils s'expriment dans ce comité des finances locales, mais c'est un avis qui remonte du terrain. Et je veux relayer ainsi et reprendre ainsi les propos de mes collègues. Et ces avis-là remontent du terrain, de ce qu'ils vivent au quotidien, et mettre un peu de cohérence dans les décisions qui sont prises, notamment par le gouvernement. Merci, mes chers collègues. On va vous laisser répondre, madame. Oui, on va vous laisser répondre. Soufflez, j'ai juste complété pour que vous puissiez reprendre les fiches aussi des collaborateurs que l'on connaît bien. Juste pour vous dire qu'effectivement, l'exemple donné par notre collègue Corinne Ferret s'est vu aussi, je crois, sur le ZAN. Il semble que le Sénat a repéré que les décrets pris par l'État étaient un peu plus restrictifs que l'esprit de la loi et que la loi telle qu'écrite. Et là encore, Corinne Ferret nous démontre, et nous l'avons vu nous au Sénat, mais le comité des finances locales où Charles Guéné nous représente brillamment, notamment, il est ici présent, eh bien, s'en aperçoit aussi. Donc, vous voyez, et cela crée un sentiment de défiance inutile entre les parlements, les élus locaux et l'instance étatique, pas le gouvernement. Vous voyez, ce n'est pas le sujet d'une visée personnelle ou immédiate. On sent un système comme cela de dérive entre ce qu'aurait voulu peut-être l'administration ab initio dans un texte et puis ce que la loi est. Et c'est ce côté où c'est la loi qui prédomine dans la hiérarchie des normes. Merci, Monsieur le Président. Merci pour vos questions. Alors, il y a quelques questions que je pense nécessaire de traiter, vu l'heure, qui ont été abordées par vous, Madame la rapporteure, et sur lesquelles je vais vous donner un petit éclairage. D'abord, brièvement, vous dire que, et je vais essayer de répondre ensuite à chacune de vos thématiques, mais sur le sujet des conférences de dialogue que vous mettez en avant dans votre propos, nous entendons l'importance que vous apportez à cette proposition qui est revenue à 3 occasions. On l'a vu dans le rapport de la présidente Françoise Gatel, dans la loi 3DS, et enfin votre rapport sur la simplification des normes adopté en janvier 2023. C'est la raison pour laquelle moi je vous propose d'expérimenter la mise en place de ces conférences de dialogue à l'échelle départementale, voire infradépartementale, auprès de préfets ou sous-préfets volontaires. L'objectif pourrait être d'évoquer des difficultés d'application des normes auxquelles les acteurs locaux sont confrontés, de recueillir des propositions de modifications législatives et réglementaires, possibilité élargie par la loi 3DS à l'ensemble des départements, et puis, troisième objectif, proposer des mesures concrètes de simplification. Parce que dans ce genre d'échange, on ne descend pas jusqu'à la loi qui pourrait être supprimée au profit d'une autre, etc. Donc, moi, je suis assez partisan de cette expérimentation, si vous en êtes d'accord. Donc, je vous dirais l'un de vos ministres de tutelle, chiche. Chiche. Je me permets toutefois d'attirer votre attention sur la nécessaire bonne coordination de cette conférence avec les travaux conduits au sein des conférences territoriales de l'action publique, je vous rappelle, les CTAP, mises en place au niveau régional par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles, la MAPTAM. Donc ça, c'était pour rappeler à quel point ça doit être coordonné, mais on est tout à fait prêt
à travailler sur 3, 4, 5 expérimentations. Ensuite, deuxième sujet qui me paraît important, parce que je ne vais pas y répondre peut-être aussi favorablement que vous pourriez le souhaiter, c'est le sujet du défenseur des libertés locales. Allez-y, allez-y. Donc, les missions exercées par chacune de ces entités, je ne pense pas nécessaire de vous les rappeler, je l'ai un peu dit dans ma déclaration générale, le Comité des finances locales d'une part et le Conseil national d'évaluation des normes d'autre part. Il semble que les missions de chacune de ces deux institutions, le CFL dispose par exemple de nombreux pouvoirs, notamment en matière de répartition de la DGF par exemple, ou de répartition du produit des amendes de police. Il serait sans doute nécessaire de se saisir pleinement de ces instances avant d'en créer des nouvelles. Ensuite, il me semble, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que cette fonction de défenseur constitutionnel des libertés locales, elle est exercée par qui? On est d'accord. Elle est décrite et déjà exercée par le Sénat en sa qualité de représentant des collectivités territoriales. Donc c'est pour ça que spontanément, on a envie de dire ça existe, c'est fait, c'est le Sénat. Et donc il nous semble que c'est vous qui veillez au quotidien au respect des principes de libre administration des collectivités et d'autonomie financière et fiscale. J'ai l'impression que vous jouez véritablement ce rôle. Il incombe, à mon sens, au Parlement et non à une nouvelle autorité administrative indépendante, etc. Donc ça, c'est mes éléments de réponse pour ce deuxième point. Et monsieur, un de vous a parlé du rôle du préfet. Sur le pouvoir de dérogation du préfet. Alors je rappelle des choses que j'ai découvertes lors d'une ou deux de mes 66 visites de terrain que j'ai fait depuis juillet, et j'ai vu des préfets qui dérogeaient. Et j'en ai vu d'autres s'étonner de ces dérogations. Ça veut donc dire que même dans les représentants de l'État en région, eh bien, certains dérogent et ils s'octroient le droit, d'autres non. Donc, c'est important de rappeler que le décret de 2020 relatif au droit de dérogation du préfet liste 7 matières dans lesquelles ce pouvoir peut s'exercer. Plus de 3/4 des arrêtés interviennent dans une seule de ces 7 matières, à savoir les subventions et concours financiers. Dans ce contexte, je vous réaffirme ma volonté d'inciter les préfets à faire davantage usage de ce droit. Le président de la République, la première ministre, nous le rappellent dans des instances séparées, mais en Conseil des ministres, en réunion des ministres, demander aux préfets de faire, parce qu'on ne peut pas parler de différenciation si, alors que c'est dans le droit, on ne rappelle pas aux préfets qu'ils peuvent en faire usage. Voilà. Je souhaite également simplifier la procédure de dérogation. Plusieurs pistes que je vous propose de simplification sont actuellement à l'étude. La suppression de la saisine préalable obligatoire du préfet de région par le préfet de département. Voilà. Donc nous y travaillons. C'est bien. La suppression de la saisine obligatoire de l'administration centrale lorsque la matière ne semble pas le justifier. Et nous encourageons les préfets à faire connaître les normes qui devraient, selon eux, faire l'objet d'un aménagement législatif ou réglementaire à l'initiative du gouvernement. Le sujet est en lien avec les conférences de dialogue État-collectivités territoriales que vous appelez de vos voeux, dont je viens de vous dire qu'on allait tenter une expérimentation. Troisième sujet, c'était donc... alors, je pourrais vous en dire beaucoup plus, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais je veux vous dire quelques mots sur un sujet dont je sais qu'il vous est cher, qui est la compensation des transferts de compétences. Très cher. Très cher. Président de commission des finances de département vous dit que c'est même coûteux en France. Donc la compensation des transferts de compétences et bon voilà, on va être peut-être et probablement léger désaccord, mais vous proposez une instauration d'une clause de revoyure par rapport à la question du coût historique. Donc, je ne peux pas ne pas vous rappeler la Constitution qui dit que tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Le principe ne prévoit donc pas de réévaluation dans le temps, que ce soit à la hausse ou à la baisse de cette compensation au regard de l'évolution du coût d'exercice de la compétence transférée. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel est constante sur ce point. Donc, les compensations sont en effet libres d'emploi et l'État n'a pas vocation à en contrôler l'utilisation. Je souhaite d'abord écarter, c'est notre position, l'hypothèse d'une compensation glissante qui serait fondée sur l'actualisation annuelle des dépenses engagées par les collectivités au regard des compétences transférées. Tout à l'heure, Madame la sénatrice, vous avez dit, Monsieur le Président,
qui décide paye. Et donc, quand on a transféré une compétence, elle peut être faite à la main du président de l'instance à laquelle elle a été déléguée, que ce soit le maire ou le président d'intercommunalité. Donc après, quand il me semble que une compétence glissante, une fois qu'on a passé la main et que la responsabilité est à la main de l'élu local, nous dire on voudrait maintenant que la compensation ne soit pas alignée sur il y a 10 ans et ces 10 dernières années et aujourd'hui, mais sur plutôt les années toutes récentes quand la compétence est transférée, depuis 2-3 ans par exemple, bon, ça paraît difficile. Voilà le principe selon lequel les élus doivent assumer le coût financier de leurs décisions dans l'exercice de la compétence transférée semble sain. Les collectivités, on peut débattre. Les collectivités peuvent ainsi librement décider d'augmenter ou de baisser les montants consacrés aux compétences transférées, indépendamment du niveau des ressources transférées à leur exercice par l'État. Et je souhaite rappeler que certaines ressources transférées pour assurer la compensation de compétences sont dynamiques dans le bon sens et parfois beaucoup plus que l'inflation. C'est le cas de la TSCA, mais pour le financement des SDIS, dont la dynamique est plus que notable. Le produit affecté au département est passé de 843 millions d'euros, oui, comme la norme, à 1,238 milliard, soit une augmentation de 46,9% sur la période. En revanche, le critère de répartition de cette compensation est faiblement révélateur des charges réellement supportées par le département en matière de SDIS, dans la mesure où la compensation a été effectuée lors du transfert à partir du nombre de véhicules terrestres enregistrés dans le département. Donc j'entends le désaccord et je trouve même votre demande tout à fait légitime. Mais j'ai un autre avis qui est celui du gouvernement, mais il se trouve que je le partage. Et voilà, donc je tiens à rappeler que l'État est parfois revenu sur le principe de la compensation historique afin d'ajuster le montant de la compensation. C'est le cas du financement de revenus de solidarité active, le RSA, pour le département. Donc la loi de finances pour 2020 avait ainsi mis en place un dispositif de compensation péréqué qui a permis de transférer au profit des départements la totalité des frais de gestion perçus par l'État au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 1 milliard d'euros. Et la possibilité de relever le taux plafond de la taxe publicité foncière ou du droit d'enregistrement. Donc c'est un deuxième exemple, le droit de mutation à titre onéreux, les fameuses DMTO, qui est passé de 3,8% à 4,5% pour 2 milliards d'euros. Et puis le fonds de solidarité en faveur des départements, le FSD. Donc l'idée, c'est de vous donner l'éclairage qui est le mien aujourd'hui. Ensuite, je voudrais aller quelques mots rapides sur les ERP. Accessibilité. Ce qu'on va faire, Madame la Ministre, si vous êtes d'accord, parce qu'il y a 3 de nos collègues qui veulent reprendre la parole. Alors, même si Madame la rapporteure sera peut-être obligée de nous quitter parce que là, les avions pour chez elle, il n'y en a pas toutes les 5 minutes. Donc, on pourrait parler aménagement du territoire, Viviane. Mais je voudrais juste sur les ERP. Hein. Par contre, c'est allez-y sur les ERP. Ça vous a peut-être échappé parce que c'est super récent. Le président de la République a réuni toutes les parties prenantes autour du sujet de l'accessibilité. Et le gouvernement s'est engagé à mettre en place un fonds territorial d'accessibilité de 150 millions d'euros par an pour soutenir les investissements de mise en accessibilité des bâtiments publics des collectivités territoriales sur la période 2024-2029. Oh. Et ensuite, un petit mot sur le filet de sécurité qui est plus large et qui prévoyait initialement que ce que prévoyait la loi initialement, puisque nous avons intégré les dépenses de transport ferroviaire des régions, ce qui n'était pas prévu initialement. Les critères d'éligibilité ont été fixés par la loi, pas par décret. Voilà, donc c'est quelques petits éléments. Alors, moi, j'ai une réunion aussi à 5h30. Alors, je vous écoute. Oui. Assez rapidement pour que aucun de nos collègues ne soit frustré. Alors, du coup, assez brièvement, Cédric Vial, Jean-Michel Houllegatte et François Bonhomme voulaient réavoir une précision. André et André Richard. Mais vraiment très vite, Cédric. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, plus qu'une question, et compte tenu de la mission, je voulais, comme Monsieur Mougeot, faire avancer le schmilblick en posant la question de la complexité administrative ou réglementaire et vraiment de l'impact sur les collectivités, en posant la question des marchés publics. Je pense que c'est un chantier, le marché public est un chantier sur lequel ça mériterait peut-être qu'on se pose. L'intérêt de la procédure de marché public, c'est normalement de permettre de choisir le moins cher, le moins disant, même si le mieux disant en droit est quand même dans 90% des cas le moins disant. Si vous choisissez
un mieux-disant autre que le moins-disant, vous perdez au tribunal 9 fois sur 10. Voilà, on est quand même beaucoup sur le moins-disant. Mais admettons, même le mieux-disant. L'objectif, c'est de faire baisser les coûts et donc faire baisser la charge publique. Concrètement, aujourd'hui, on s'aperçoit que systématiquement, la procédure de marché public entraîne un surcoût pour tous les travaux qui sont générés par les collectivités. Et on est, tu dis 30%, moi j'étais au moins sur 15%, mais c'est-à-dire que systématiquement, les entreprises qui répondent à des marchés publics mettent un surcoût de l'ordre de 15% qui correspond pour eux à une anticipation sur la complexité des procédures, sur la rigidité des procédures à terme, ce qui fait que ces procédures qui sont censées faire des économies entraînent des surcoûts. Deuxièmement, les entreprises se spécialisent sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ne répondent même pas, celles qui pourraient peut-être être moins chères, etc., ne répondent même pas. Et donc, on arrive à un paradoxe où non seulement la collectivité, vu la complexité, doit prendre des cabinets d'assistance de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, etc., pour rédiger les cahiers des charges, prennent des risques contentieux importants, et en cours de procédure, en plus de ça, la rigidité du système empêche de faire les choses comme il faut. Si vous avez un jury... Donc, je pense que c'est une question sur laquelle il faudrait peut-être mettre moins de règles a priori et plus de règles et plus de contrôle a posteriori. Pardon, excusez-moi. Jean-Michel Houllegatte. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez annoncé une très bonne nouvelle, à savoir que le plan France Ruralité allait être communiqué donc à la mi-juin. Le plan France Ruralité, donc il vient succéder à l'agenda rural avec 181 mesures. Donc je voudrais vous parler justement de l'évaluation, puisque donc l'inspection générale de l'environnement et du développement durable donc vous a remis en avril dernier donc un rapport, puisqu'ils ont passé aux cibles les 181 mesures, en étant parfois un peu circonspect sur justement l'efficacité de ces mesures. Alors justement, est-ce que vous avez tiré les enseignements de cette évaluation, et est-ce que dans le cadre de ce plan France Ruralité, il va y avoir de façon ex ante des objectifs à atteindre avec des indicateurs de performance, et puis à la suite, comme toute politique publique, est-ce qu'il y aura une évaluation post-ante pour savoir si les objectifs ont été remplis? Je ferai juste une toute petite remarque pour dire que la délégation aux collectivités territoriales, qui prend appui sur la division de la législation comparée, fait régulièrement une réactualisation de ce qui se passe aux Pays-Bas, qui est un modèle en matière de simplification administrative. André Reichardt, puis François Bonhomme, qui revient pour son deuxième tour, et ce sera le dernier. Oui, merci Monsieur le Président. En m'excusant de mes entrées-sorties, je devais intervenir en séance, donc peut-être que les questions que je vais poser l'ont déjà été. Madame la Ministre, simplement, très clairement, est-ce qu'il y aurait des réflexions en cours au niveau du gouvernement sur 2 points que je résume rapidement? Le pouvoir réglementaire local, non pas le pouvoir réglementaire déconcentré, mais local, des collectivités locales. Est-ce que c'est une réflexion qui a, à l'heure actuelle, l'heure de plaire au gouvernement, notamment dans le cadre peut-être d'un projet de loi sur la différenciation, etc., enfin, je ne sais pas, ou sur les institutions? Ça, c'était ma première question. Très concrètement, pouvoir réglementaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je suis alsacien et on a un droit local alsacien-mosellan qui pourrait mériter, le cas échéant, d'être dupliqué ailleurs. Voilà. Bon. Et la deuxième question, c'est nous avons eu l'une ou l'autre réflexion au sein du groupe de travail sur un projet de loi de finances des collectivités locales, comme il y a à l'heure actuelle un projet de loi de finances de l'État, un projet de loi de finances naturellement de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y aurait de la part du gouvernement des réflexions à cet égard? Vous avez compris que les normes, enfin c'est le thème de notre mission, les normes et toutes les décisions prises aggravent la situation financière des communes, sinon on ne serait pas là. La solution, c'est naturellement d'avoir pourrait être d'avoir un projet de loi de finances dédié, négocié, etc. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours à cet égard? Merci, Madame la Ministre. Est-ce qu'il y a une dimension programmatique dans votre question? Loi de finances, collectivité locale, programmatique, c'est ça votre question? Non, un projet de loi de finances. Collectivités, mais il n'y a pas la dimension de pluriannualité. Ça pourrait être le cas, ça pourrait être le cas. Si c'est le cas, tant mieux. Les collectivités, ce serait bien. Madame la Ministre, ce serait très bien. Mais on ne va pas trop en demander. On essaie rapidement. François, tu as 30 secondes de réaction, parce que je t'ai vu non, mais c'est juste une tel moi-même réagir. Vous m'avez parlé, Madame la Ministre, de 1,5 milliard, si j'ai bien compris, l'annonce du Président de la République pour l'accessibilité handicapée. Ah ben moi, j'ai vu 1,5 milliard. Bon, enfin, 1,5 milliard sur 5 ans, dans les annonces gouvernementales. 1 milliard, enfin, à supposer que ce soit 1,5 milliard pendant 5 ans, ça fait 300 millions. Juste pour resituer, je vous ai interrogé sur est-ce que vous aviez pu faire une évaluation rétrospective du coût réel sur l'ordonnance de 2015 par rapport à l'ADAP.
À l'époque, c'était évalué, je me souviens, à 11 milliards d'euros. Donc, est-ce qu'avec la DGCL, je pense que c'est facile, on peut faire remonter les informations dans chaque préfecture pour savoir tout ce qui a été mis au titre de la DAP, même en déduisant, j'allais dire, toutes les DETR qui ont accompagné, pour avoir le coût réel. Ça serait quand même intéressant, parce que chaque fois on annonce, mais on n'a pas de vision rétrospective, c'est aussi important. Juste après une autre précision juridique, excusez-moi, vous avez signifié que le transfert de compétences ces dernières années avait été un motif d'aggravation des coûts transférés. Or, à ma connaissance, la loi principale qu'il y a eu à mettre dans les collectivités locales, c'est la loi NOTRe, d'août 2015. Et ce n'était pas un transfert de compétences d'État aux collectivités locales, c'était un transfert essentiellement entre collectivités locales. Il y a eu simplement un élément, à ma connaissance, qui a été une prise de compétence, c'était même pas un transfert, c'était pour clarifier une compétence, c'était la GEMAPI. Donc, juste pour que vous nous clarifiez les choses sur le plan de ce que vous entendez comme une des causes de transfert financier, sur le transfert de compétences qui, à ma connaissance, n'a pas eu lieu entre l'État et les collectivités locales ces dernières années. D'ailleurs, Madame Gourault, votre prédécesseur, parlait toujours de temps de digestion et de temps de pause par rapport à tout ce qui avait bouleversé le paysage institutionnel. Merci. C'est à vous, Madame la Ministre. Vous avez le temps de respirer quand même pour entendre ça, les raisons des fiches. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, sur France Ruralité, Monsieur le Sénateur, ça a été ma première demande. Je veux dire, c'est les fondements de mes travaux. La Première ministre m'avait donné de juillet à décembre pour analyser, voir et me faire ma propre opinion sur l'efficacité de l'agenda rural dans les territoires. Je rappelle que c'était 180 mesures, mais aussi 10 milliards d'euros. Et que donc, dès qu'on a commencé dès novembre, au travers de groupes de travail que l'on a animés avec plus de 300 personnes qui ont participé, plus le rapport d'évaluation que vous citez, que j'avais mandaté, un inspecteur qui a fait un travail remarquable, si vous l'avez lu, et qui sait être critique, positif et très objectif, sur lequel, évidemment, on s'est appuyé. Donc oui, France Ruralité sera simple, sera lisible. Oui, il y aura en son sein des objectifs, des indicateurs et des mesures d'efficacité. Et voilà, donc c'est un ensemble de politiques publiques avec un socle législatif qui sera présenté probablement mi-octobre et qui sera annoncé par la Première ministre avant la fin du mois de juin. Voilà pour France Ruralité et sur sa lisibilité et la mesure de l'efficacité au travers d'indicateurs qui seront en son sein. Ensuite, vous posez deux questions auxquelles tout simplement, Monsieur le Sénateur, je ne sais pas répondre. Donc, la seconde, je pense savoir y répondre, mais je pense que la réponse est négative. Aujourd'hui, moi, je travaille avec Christophe Béchu, Bruno Le Maire et Gabriel Attal sur le tout début, mais du projet de loi de finances 2024. À ma connaissance, il n'y a pas, mais je peux me tromper, je reviendrai vers vous si je me suis trompée, de projet de loi de finances de collectivités, une réflexion qui soit conduite pour isoler un projet de loi de finances des collectivités locales dissocié du projet de loi de finances. À ma connaissance, on travaille sur beaucoup de choses, je me suis montrée assez ouverte, mais en tout cas... ah bon, bah ça tombe bien. D'accord. Donc, voilà. Et ensuite, vous demandez le pouvoir réglementaire local, sur la dimension alsacienne est pertinente. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion qui est conduite par le Sénat, à laquelle le président de la République sera très attentif sur... voilà, les institutions et je pense qu'il pourrait y avoir, en fonction du résultat de ces travaux, il a saisi Gérard Larcher, le président du Sénat, il a saisi Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, il a saisi un certain nombre d'acteurs, il a reçu les élus locaux, il va les recevoir. Donc il y a toute une réflexion qui est conduite et dans lequel pourquoi pas, mais je le vois plutôt horizon 2024, s'il devait y avoir des évolutions, qui seraient le fruit d'un travail beaucoup plus amont qu'il est en train de conduire avec tous les acteurs et les parties prenantes que j'ai citées, Madame la Première ministre. Et ensuite, il n'y a pas d'évaluation ADAP, mais on va voir ce que l'on peut faire, Monsieur le Sénateur. C'est intéressant, mais c'est parce que le président de la République a pris conscience, parce que nous l'avons alerté sur le fait que le fait d'avoir décalé la date butoir à laquelle on devait avoir mis tous nos bâtiments publics en accessibilité, ben forcément, il y a des arbitrages qui ont été faits, donc ça a ralenti l'investissement. Et c'est pour ça qu'il a décidé de mettre 150 millions d'euros par an sur 10 ans, peut-être c'est le chiffre que vous donnez, mais sinon, il peut avoir dit aussi plus d'1 milliard d'euros, parce que ça n'est pas uniquement les collectivités locales qui vont être aidées, il va y avoir aussi les acteurs privés, les commerces, sur l'accessibilité
Peut-être que le montant auquel vous faites référence est plus large que les collectivités locales uniquement. Et puis, sur la précision juridique, je l'ai bien noté. Il y a d'autres choses que j'ai notées sans pour autant avoir donné d'éléments de réponse. Sur les marchés publics. Alors, sur les marchés publics, on a plusieurs contraintes. Moi, je veux bien que l'on me dise ce que je suis en mesure de dire sur ces sujets, mais moi, je les considère, comme vous, extrêmement rigides. Les deux sujets que j'ai fait travailler depuis que je suis là, en fait, c'est le droit européen qui nous contraint. C'est-à-dire, on est en déclinaison du droit européen. Donc, non, mais je ne dis pas que on est contraint par le droit européen. Je dis simplement que pour avoir questionné le sujet des marchés publics sur deux sujets, j'en prends un de mémoire qui est l'expérimentation qui monte que jusqu'à 150 000 € pour choisir une start-up qui vous propose pas des luminaires, mais des lampadaires, d'éclairage public à intégrer avec des LED bien sûr, mais aussi avec des capteurs à reconnaissance de forme et qui donc vous permet d'être allumé, éteint. Eh bien, cette start-up, et il y en a 3 en France aujourd'hui, quand on est dans le champ expérimental, on ne peut aller que jusqu'à 150 000 €. En fait, je voulais qu'on aille au moins jusqu'à 400 000 € pour que tout le monde le teste et qu'on soit beaucoup plus économe, beaucoup plus vite en déployant, au lieu d'aller chercher des investissements par le fonds vert actuellement, qui sont dans un rapport de 1 à 4 sur le coût du lampadaire. Et qui sont beaucoup plus économes en fonctionnement pour les raisons que je viens de citer, parce que là, le lampadaire, il est éclairé très faiblement quand il n'y a personne. Et puis, quand il y a un piéton qui passe, un vélo ou une voiture ou une jeune fille qui descend pour aller chez elle, alors le lampadaire s'éclaire. Donc, sur des sujets comme ça, on est contraint par ce 150 000 € qui limite, par exemple. Mais ce n'est pas ce que vous me demandez. C'est plus général. Mais je m'engage à le regarder de façon plus précise, si tant est que l'on en ait le pouvoir et qu'on ne soit pas contraint par le droit européen. Merci beaucoup à vous pour cet échange et toute autre question à laquelle je n'aurais pas eu le temps de répondre. Je suis à votre entière disposition avec mon cabinet, avec la DGCL qui m'a accompagné dans cette rencontre. Merci Madame la Ministre pour l'honnêteté et la clarté de vos réponses et d'avoir tenté de répondre à tout avec beaucoup de simplicité, mais il n'y a pas de piège, donc ça nous permet d'échanger dans notre travail sénatorial, dans le travail de contrôle du gouvernement et de proposition. Merci à Françoise Gatel et à toute sa délégation, sa petite troupe voilà, d'élite de rouge évidemment, bien sûr. Merci à vous.